Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Comment nourrir les humains dans un monde chamboulé par une géopolitique instable, imprévisible et même brutale? Eh bien, c'est la question posée par la revue annuelle Déméter, consacrée aux questions agricoles et agroalimentaires. Des réponses avec Sébastien Abyss, directeur général du Club Déméter, qui rassemble entreprises et experts du secteur et donc qui publie la revue Déméter. Bonjour Sébastien Abyss. Bonjour. Donc cette année, le thème de la revue Déméter, c'est Nourrir 2050, de la fiction à la réalité. Pourquoi aujourd'hui il faut penser tout de suite 2050 ? Parce que 2050 c'est demain, 25 ans ça ira très vite. Et on sait que sur les sujets agricoles, il faut pouvoir avoir un peu de prévisibilité. C'est un secteur qui exige du temps long. On ne produit pas automatiquement les choses. Voilà, il y a des cycles naturels. Donc c'est évidemment lié au climat, aux géographies. Ce climat et cette géographie évoluent beaucoup. On a une population qui continue à se peupler. On va encore gagner environ 1,5 milliard d'habitants d'ici 2050. Donc on sera quand même autour de 9,5 voire 10 milliards d'habitants en 2050. On n'est pas encore en décroissance démographique. Ça, c'est le rendez-vous du dernier tiers du siècle. D'ici là, il faut mettre plus de gens dans la sécurité alimentaire parce que c'est la base de la sécurité. Et vous l'avez dit, le climat change. La géopolitique aussi est profondément instable. Et justement, comment on pense 2050 quand on a aujourd'hui des guerres en Ukraine, à Gaza, un président américain qui veut tout chambouler? Comment on pense 2050 ? Précisément, en fait, cette année, ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'est l'importance de voir tôt ce sujet de 2050. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il va y avoir une demande alimentaire en croissance et en fait des grands défis écologiques et en même temps géopolitiques. Produire est compliqué. Produire dans le monde d'aujourd'hui avec stabilité est extrêmement complexe. Et donc il faut que les mondes agricoles d'Europe et partout sur la planète puissent avoir des moyens de production. Finalement, ce n'est pas si facile et garanti de pouvoir produire toujours autant, voire même un peu plus dans certaines régions du monde. Ça veut dire aussi qu'on remette sur la table l'importance de ce secteur. Il est stratégique, tout le monde a besoin d'alimentation sur la planète. Mais ça veut dire aussi que dans un monde marqué par des instabilités climatiques plus fréquentes, marqué par beaucoup plus d'instabilité géopolitique partout sur le globe et pas juste dans certaines régions du monde, finalement, ce défi alimentaire, il n'est pas le sujet seulement des mondes agricoles. C'est un défi collectif et on a besoin de rassembler les forces parce que 2050, ça va arriver très vite. Rassembler les forces. Pourquoi vous avez décidé d'amener l'image de l'hippopotame dans l'introduction du Déméter cette année? C'est qui l'hippopotame? C'est les grandes puissances Chine et États-Unis qui bousculent. On pourrait mettre beaucoup de visages ou de nations derrière cette métaphore que j'ai souhaité filer pour exprimer que ce temps géopolitique post-Covid depuis 5 ans, en fait, c'est ce temps des hippopotames, ce que je qualifie de féroce, véloce et polygame. Féroce, les relations internationales comme les relations sociales ont tendance à se durcir. On le voit beaucoup ces dernières semaines. Par ailleurs, nous avons une accélération des transformations stratégiques, on a des accélérations technologiques, on a des hiérarchies de puissance qui évoluent. Le temps va très vite. Aujourd'hui, même des événements se précipitent. On a des cascades de diplomatie qui finalement bouleversent des agendas qu'on pensait plus longs. Et puis, on a une polygamie, ce qu'en diplomatie, on appelle doctement aujourd'hui le multi-alignement pour ne vexer personne. La polygamie stratégique, c'est quoi ? C'est que tous les pays travaillent avec tout le monde. On a des relations circonstancielles, pragmatiques, jetables, recyclables. On a des infidélités, finalement l'attachement c'est compliqué, les logiques de bloc on voit qu'elles sont fragiles et c'est là où l'Europe a un peu d'inconfort dans cette situation internationale. Comment on pense 2050, sachant qu'on est dans une période où, depuis les États-Unis, on a envie de tout déréglementer, que ce soit en IA et dans l'agriculture? En fait, en effet, les États-Unis, on traite beaucoup les États-Unis cette année parce que, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. C'est un pays qui, sur le plan agricole et alimentaire, a des défis considérables à relever. Il est concerné par les perturbations climatiques. La Californie, qui est un grand jardin pour l'agriculture états-unienne, est en stress hydrique sévère. On peut parler de déclin. On peut parler de déclin à certains égards. C'est un pays qui a une balance commerciale, agricole et alimentaire devenue déficitaire. Il a un problème de main-d'œuvre. Il a besoin de travailleurs immigrés, saisonniers pour produire et récolter de la nourriture. C'est aussi la contestation du roi dollar. On voit que les BRICS veulent dédollariser l'économie et le commerce mondial. Les BRICS, aujourd'hui, ça pèse de plus en plus dans les échanges agricoles et alimentaires mondiaux. Et puis, si on rajoute le fait que Trump et son administration veulent mettre des tarifs douaniers, ça va créer de l'inflation alimentaire aux États-Unis, ce qui est déjà un sujet de fracture sociale important.
Et même les mondes agricoles et les agriculteurs américains regardent ça avec un œil attentif, pour ne pas dire inquiet. Il y a un autre scénario, c'est des États-Unis qui, étant pleinement hippopotamesques, durcissent le ton, impose le droit américain partout, la loi du plus fort. Éventuellement, on va aller dans des territoires à l'étranger reconquérir des superficies, des surfaces. Pourquoi pas au Groenland? Il y a beaucoup de ressources au Groenland. Et puis, on peut aussi avoir un durcissement par justement l'usage de la tech, la domination américaine dans le domaine du numérique, sachant que le numérique aujourd'hui est aussi un grand levier de meilleure compétitivité pour les mondes agricoles et pour dérisquer les aléas climatiques. Et en particulier l'intelligence artificielle? Oui, l'IA, même si elle est principalement chinoise aujourd'hui à l'échelle mondiale, l'IA entre États-Unis et Chine, on a 2 pays qui misent sur le technosolutionnisme pour prédire, anticiper, préciser l'agriculture et l'alimentation de demain. On en a besoin. Il faut insister là-dessus. L'Europe, d'ailleurs, a beaucoup d'atouts. L'IA européenne est très forte dans les domaines de la santé, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la production agricole et des transitions écologiques. On n'est pas en retard là-dessus. Simplement, il faut pouvoir faire le match, avoir des moyens, des investissements et surtout un peu durcir aussi le ton. Parce que sinon, il est certain que les États-Unis utiliseront avec la Chine ces atouts-là pour rayonner sur le plan agricole et alimentaire et peut-être imposer des normes, des solutions, là où les normes européennes aujourd'hui ont encore de la place sur la scène internationale. Alors, vous faites un focus sur les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Il y a des solutions à aller chercher là-bas? Oui, parce que ce sont des pays qui ont les poches pleines de pétrodollars. Ouais, d'argent, mais pas de graines. En achetant et en commerçant encore beaucoup d'hydrocarbures, ils arrivent à investir beaucoup sur les énergies renouvelables, les transitions écologiques, les fermes verticales, l'agriculture de précision. Et tout ça, ça marche? Vous y êtes allé? J'y suis allé récemment, ça marche. En tout cas, c'est prometteur, dans le sens où ils sont en train de déployer des moyens colossaux, y compris sur le plan de la science, de la recherche, des étudiants du monde entier, des scientifiques de très haut niveau. Et on voit bien aujourd'hui que pour préparer l'agriculture de 2050, on a besoin d'argent. On a besoin d'investissement, on a besoin de compétences, on a besoin de talent et on a besoin de détermination stratégique. Ces pays veulent réduire leur dépendance alimentaire, ça a une grande fragilité. Et en même temps, ils ont bien compris que pour rayonner à l'international, certes, le sport ou l'art, ça peut générer de l'influence, mais le rayonnement alimentaire, le rayonnement scientifique, ça compte dans le monde de demain, y compris sur le terrain écologique sur lequel ils sont en train Mais vous écrivez qu'ils pourraient modeler l'agriculture de demain. Mais parce que quand vous avez des moyens aujourd'hui, vous prenez des longueurs d'avance sur le plan scientifique. Et c'est pour ça aussi que dans ce rapport, nous insistons sur ce rapport entre le court terme et le long terme. 2050, l'agriculture de 2050, elle se pense maintenant. Les investissements pour 2050, c'est maintenant qu'il faut y penser, les cartographier, savoir ce qu'on va devoir produire, où on va pouvoir produire, avec qui on va pouvoir produire. C'est certain qu'on est très loin des fictions alimentaires, on joue beaucoup là-dessus. Il y a des réalités agricoles, il y a des réalités géographiques et climatiques, il y a aussi des réalités géopolitiques. Et encore une fois, les hippopotames d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les hippopotames de demain. La grande question, c'est que l'Europe, dans ce paysage, a beaucoup d'atouts dans ce secteur. Je crois qu'on ne répète jamais assez que l'Europe à 27, elle est forte sur le plan agricole alimentaire, à condition de jouer à 27. Vous avez vu les pays du Golfe. Vous nous décrivez vraiment des stratégies claires de sécurité économique mises en place dans le Golfe à partir des années 2010. Est-ce que vous voyez le pendant en Europe d'une vraie stratégie agricole pour les 27 ? La question est intéressante parce qu'en fait, il faut remettre les choses dans un contexte. Les pays du Golfe n'ont pas d'eau, n'ont pas de terre, n'ont pas d'agriculteurs. Ouais. Donc ils partent de zéro. Nous sommes déjà sur une ligne avancée sur les performances de sécurité alimentaire. On est l'endroit dans le monde où, en quantité, en qualité, en diversité, en traçabilité sanitaire, en transition écologique, nous sommes largement en avance. La grande question, c'est est-ce qu'on veut le rester ? Quels moyens on déploie pour le rester en 2050 ? Et est-ce que justement, on garde le secteur agricole et les questions de sécurité alimentaire dans nos top priorités ? Et alors, il y a des réponses ? On va voir avec la boussole stratégique européenne, on parle de compétitivité durable. C'est sûr que si les agricultures européennes demain n'ont plus de profitabilité, n'ont plus de ressources humaines, et si demain, ce secteur n'est plus considéré comme une priorité, on aura peut-être un affaiblissement par rapport à d'autres concurrents internationaux. Sébastien Bis, on l'entend, le discours de Bruxelles sur la transition écologique qui serait en fait un poids pour l'agriculture. Est-ce que là aussi, à l'image des États-Unis, on va vers une déréglementation
de l'agriculture européenne? Je ne crois pas. On a besoin de normes et de règlements pour encadrer. Oui, mais il y en a préciser. trop, c'est ce que nous disent les paysans. Mais par contre, il faut simplifier. Il faut simplifier, il faut rendre les normes et les règlements cohérents, il faut les rendre robustes, il faut les rendre stratèges. Si les normes, en fait, empêchent l'investissement, la prise de risque en agriculture, on a besoin de ces éléments. Donc on est d'accord, il faut dénormer. Il faut dénormer un peu. Ce qui est important, c'est de rappeler peut-être à tout le monde que pour investir dans le vert, il ne faut pas être dans le rouge économiquement et géopolitiquement. Donc en fait, on a besoin de profitabilité des entreprises européennes du secteur. C'est sûr que si ces entreprises se portent mal d'un point de vue financier, on aura du mal à aller chercher plus de performances extra-agricoles, extra-alimentaires, extra-financières. Et donc on a besoin de combiner. C'est ça que l'Europe doit faire demain, combiner des performances. On ne peut pas oublier l'économique, on ne doit pas oublier la géopolitique et on ne doit pas se désengager du climatique. Sur les normes, évidemment, un choc de simplification serait bienvenu. Bon, la PAC, politique agricole commune, toujours premier budget de l'Union européenne. Est-ce que c'est suffisant ou pas quand vous comparez à ce que vous avez vu dans les pays du Golfe? Parce que vous avez parlé de nécessité d'avoir de l'argent. Est-ce que c'est là ou pas? À ce stade, oui. La grande question, c'est quelle PAC demain, puisqu'on a une Europe qui va devoir... Donc vous avez le sentiment que ça risque de baisser? Ça risque de baisser pour deux raisons. On sait que l'Europe doit rembourser son plan de relance post-Covid. Ça va être le premier poste budgétaire annuel à partir de 2028, n'oublions pas. Et puis il va falloir à nouveau investir dans la sécurité militaire, la défense, surtout par les temps qui courent. Donc sacrifier l'agriculture? Je ne sais pas. Peut-être il va falloir réexpliquer aux citoyens européens que la défense des uns et des autres, la sécurité, ce sont des investissements. Ceux qui nous protègent, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nous soignent, ce sont des investissements d'avenir. Ceux qui font aussi l'éducation et la formation des métiers de demain, ce sont des investissements d'avenir. Il faut penser investissement et pas toujours dépenses. Merci beaucoup Sébastien Abis pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.